Merci Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame la rapporteure Violent, Mesdames et Messieurs les députés. Dans son immense roman Au bonheur des dames, Zola décrit l'ascension inexorable des grands magasins qui écrasent les boutiques de vêtements traditionnels. Il décrit l'émergence de la mode moderne, sa frénésie d'achat, sa soif de nouveauté, la multiplication du nombre de références, les techniques de marketing agressives. Relire Au bonheur des dames, c'est se rendre compte que, à certains égards, notre rapport à la mode et aux vêtements n'a pas totalement changé. À deux détails qui n'en sont pas près. Le premier de ces détails, c'est précisément la première préoccupation qui nous réunit, c'est que contrairement à l'époque de Zola, 97% du textile que nous importons, que nous consommons est importé. Souvent, depuis l'autre bout du monde, et qu'il est produit dans des conditions sociales et environnementales désastreuses, avec une industrie textile qui a quasiment disparu en 30 ans en France, qui continue aujourd'hui à aller mal, et après les usines, ce sont les marques, Koukaï, Camailleux, Naf-Naf, André, pour n'en citer que quelques-unes qui ont disparu ces derniers mois avec les destructions d'emplois qui vont avec. La deuxième différence notable, c'est que contrairement à l'époque de Zola, nous savons aujourd'hui que notre planète meurt de cette mode du bout du monde, de cette mode ultra rapide, de cette mode sans limite. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, nous le ferons sans doute à l'occasion des débats. Chacun les a en tête. L'ultra fast fashion, c'est ce qui fait exploser le fret aérien mondial. Un tiers du fret aérien mondial est directement relié à ces pratiques. C'est la mode qui consomme et qui pollue la ressource en eau. C'est la mode qui contribue à l'essor de la pollution plastique dans les océans. C'est la mode qui jonche et qui souille les plages et les ruisseaux d'Afrique. Tout cela, nous le savons, et nous devons agir. C'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés. Un choix profond. Assumons-nous collectivement de fixer des limites à certaines entreprises textiles dont nous savons que les procédés industriels et commerciaux sont des catastrophes pour notre environnement et pour notre souveraineté économique. Je salue l'initiative du groupe Horizon d'inscrire à l'ordre du jour de sa niche parlementaire cette question, car elle va nous permettre d'y apporter une réponse claire. Et oui, le gouvernement soutient ce texte et le gouvernement soutient les mécanismes de régulation qui nous seront proposés. Je veux à cet instant saluer les parlementaires qui ont pris cette cause à bras-le-corps. Bien sûr, la rapporteure Anne-Cécile Violent, dont le travail sur le sujet permet aux législateurs, pour la première fois dans cette enceinte, de prendre des mesures fortes contre l'ultra fast fashion. Vous comprendrez aussi que je souhaite saluer Antoine Vermorel-Marc, dont l'engagement sincère a participé à la prise de conscience et dont nous aurons l'occasion d'ailleurs de saluer et de reprendre des amendements à l'occasion de ces débats. Mais plus largement, c'est bien des parlementaires sur tous les bancs, et pas simplement des parlementaires nationaux, mais également des parlementaires européens, que je souhaite en cet instant rendre hommage pour les prises de conscience, pour les prises de position qui nous permettent aujourd'hui d'arriver là où nous en sommes. Je tiens également à saluer l'investissement de Bercy, du ministre Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire, qui se sont engagés de longue date pour la relance de la filière textile et qui, dès l'automne 2022, avaient saisi leur administration pour enquêter sur les dérives de l'ultra fast fashion. Quand on a dit ça, le sujet, c'est évidemment comment agir. Cette proposition propose 3 leviers, 3 modes d'action distincts qui ont chacun leur efficacité et qui sont complémentaires. D'abord, sensibiliser le consommateur, c'est un outil puissant à ne pas sous-estimer. Nous sommes pour l'économie de marché. En économie de marché, le consommateur a du pouvoir. Mais il a aussi une responsabilité. Quand il peut faire un choix éclairé, quand il sait que la pièce qu'il achète participe à la destruction de son environnement, quand on l'oriente vers des alternatives qui sont bonnes pour la planète ou bonnes pour le pouvoir d'achat, ça marche et c'est un bon outil. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière à tous les acteurs de la mode que j'ai réunis dans mon ministère, je compléterai cette mesure par une campagne de communication ciblée sur l'ultra fast fashion que nous allons construire avec le MEDEF,
avec les entreprises et avec l'ADEME. Je ne reviendrai pas sur les épisodes précédents. L'article 2, c'est le signal prix. Nous croyons que le prix est un bon signal pour orienter le comportement des consommateurs et responsabiliser les pollueurs. J'entends parfois dire qu'un dispositif de bonus-malus sur les vêtements les moins durables serait une mesure contre le pouvoir d'achat des plus modestes, et c'est d'ailleurs un des arguments des lobbyistes de l'ultra-fast fashion, de laisser penser que ce qui les anime, c'est ce désir social de rendre la mode accessible à tous, comme si leur propre profit n'avait absolument aucun intérêt. Je le dis tout de suite, cet argumentaire ne résiste pas 2 secondes à l'analyse. Quand vous avez une durée de vie des vêtements qui a diminué d'un tiers en 15 ans, quand en moyenne, ces produits sont portés 7 à 8 fois avant d'être jetés, le sujet, ça n'est pas le prix, c'est la fréquence avec laquelle on se retrouve à acheter des vêtements qu'on garde de moins en moins longtemps, et les chiffres donnés par Anne-Cécile Violent, pour la seule France, 500 millions de vêtements achetés en plus au cours de ces 2 dernières années, c'est-à-dire que nous sommes passés en moins de 10 ans de 30 à 48 vêtements achetés par Français et par an. Autant dire que pousser les gens à en acheter moins, ça n'est pas contraindre leur pouvoir d'achat, c'est au contraire faire en sorte de le préserver dans un autre contexte. C'est que les coûts cachés de l'ultra-fast fashion pour le contribuable amèneront demain à des déconvenues sur le plan du pouvoir d'achat qui doivent nous conduire à regarder les choses de manière globale et pas uniquement sous l'angle des prix proposés par ces plateformes. Enfin, compléter ce malus d'un bonus pour valoriser la mode durable, c'est évidemment vertueux. Payer plus cher l'ultra-fast fashion pour payer moins cher la mode durable. Cette mesure, votre commission a souhaité lui donner une base scientifique solide en la fondant sur l'affichage environnemental textile. Je ne peux que m'en réjouir dans un contexte où, avant l'été, nous aurons l'occasion de présenter la nouvelle méthodologie qui est d'ores et déjà en débat sur le sujet. Enfin, l'article 3, c'est l'interdiction de la publicité. Je sais les réserves qui existent sur ce point, car le législateur ne doit toucher à la liberté d'entreprendre que d'une main tremblante. Mais, mesdames et messieurs, ne nous y trompons pas. La publicité est au cœur du modèle d'affaires des entreprises d'ultra-fast fashion. Elle nourrit les dérives, elle pousse les consommateurs, souvent les plus jeunes, souvent les plus modestes, à multiplier la fréquence d'achat. Et interdire la publicité à ces entreprises, c'est tout simplement assumer que nous ne souhaitons pas que la promotion de cette activité prolifère dans l'espace public. J'ai évoqué des motifs environnementaux, il y a d'autres motifs d'intérêt général économique qui le justifient pleinement, surtout quand ces entreprises reposent sur des modèles qui consistent à ne même pas avoir de boutique physique et d'impact concret sur notre économie, et donc que sans cette publicité, ce sont bien les ressorts de leur progression spectaculaire que nous pourrions atteindre. J'ajoute que je me réjouis qu'en commission, vous ayez complété les dispositions de cet article pour y inclure les influenceurs dans la continuité de travaux déjà portés au sein de cette Assemblée, en particulier par Stéphane Vorietta. Mesdames et messieurs les députés, en votant cette proposition de loi, vous rendrez possible le fait que notre pays puisse devenir le premier au monde à légiférer pour limiter les dérives de l'ultra-fast fashion quand beaucoup d'autres, aujourd'hui, sont eux-mêmes en train de se demander quel est le moyen d'agir. C'est évidemment un sujet compliqué, qui ne se joue pas que sur le plan français, mais qui se joue au niveau européen et international, mais que la France y prenne sa part, qu'elle envoie un signal, qu'elle dise que le temps de la naïveté, le temps du sacrifice de notre industrie textile est derrière nous, le temps où nous ne regardons pas les pires conséquences environnementales de la mondialisation, c'est évidemment aussi assumer une transition écologique qui rime avec écologie. Je terminerai en vous disant que le gouvernement va également porter le fait que nous puissions amender la Convention de Bâle pour interdire que les déchets textiles puissent faire l'objet d'exportations transfrontalières. Si nous ne bloquons pas la possibilité que ces déchets puissent continuer à polluer les plages du Ghana, du Kenya et de d'autres pays, nous n'aurons pas les éléments qui nous permettront de pouvoir pleinement prendre la mesure de ce phénomène. Je veux vous dire que j'aurai l'occasion, avant la fin de ce mois, de porter ce sujet au niveau de mes collègues ministres. Je termine par là où j'ai commencé. Dans Au bonheur des dames, Zola décrit la mort d'un monde et la naissance d'un autre. En votant ce texte, vous poserez bien les bases d'un monde où la mode est plus durable, plus responsable, plus accessible et qu'elle se préoccupe pas seulement de notre apparence extérieure, mais de manière plus forte, de finalement ce qui nous réunit, la trace que nous voulons laisser et la responsabilité que nous avons vis-à-vis des générations futures.
Merci, Monsieur le Ministre.